Toujours infirme et souffrant, c'est ainsi que Chateaubriand représente Pascal. C'est ainsi qu'on ne cesse de le représenter, comme en témoigne le film de Rossellini, où Pascal passe toute la fin du film alité. On prête à Pascal toutes sortes de mots, des migraines, une paralysie des jambes, une anorexie vraie, des maux de ventre, des vertiges. Le tableau des symptômes de Pascal est connu depuis longtemps, sans que se dégage une cohérence évidente de ces troubles. Il a subi une crise en 1647, il a peine à se contraindre et à parler, il ne peut pas avaler, il a une douleur de tête, une chaleur d'entrailles, une espèce de paralysie depuis la ceinture en bas, en sorte qu'il fut réduit à ne marcher qu'avec des potences, c'est-à-dire avec des béquilles, nous dit Marguerite Perrier. De 1648 à 1658, on nous dit qu'il a une grande faiblesse, une incommodité, le souper commence à lui faire mal à l'estomac en 1654, et il avoue à sa sœur que depuis l'âge de 18 ans, il n'avait pas passé un jour sans douleur. Le tableau clinique s'aggrave au cours des dernières années, où il subit des pertes de conscience. Il explique qu'il est si faible qu'il ne peut pas marcher sans bâton, ni se tenir à cheval. On ne sent pas mon mal, dit-il dans les derniers jours. On y sera trompé, ma douleur de tête a quelque chose de fort extraordinaire. Et il va effectivement décéder à l'âge de 39 ans. Pascal fut donc malade. Mais contrairement à la plupart des autres écrivains souffrants, comme Proust ou Madame de La Fayette, dont les pathologies n'embarrassent généralement pas beaucoup les lecteurs et les critiques, la maladie de Pascal intrigue et obsède. Chaque biographe, ou presque, se croit tenu de jouer au médecin et de poser son diagnostic avec la même ambition désespérée et sans issue qu'il met en général aussi à retrouver le plan des pensées. Les médecins, depuis 2 siècles, se penchent régulièrement sur le cas Pascal pour enfin nous révéler la vérité sur ces mots. Alors, le nombre de propositions de diagnostic est vertigineux. Jean Ménard en comptait, il y a une vingtaine d'années, 65. Et probablement encore 10 ou 15 de plus aujourd'hui, parce que ça continue, on cherche. Mais de quoi souffrait donc Pascal ? Hérédosyphilis, mais je vous rassure, syphilis héréditaire, bon, quand même. Bon. Hérédosyphilis, ulcéro-cancer gastrique, urémie, pachyméningite hémorragique, anévrisme, angiome, folie hystérique, insuffisance rénale chronique, tuberculose. Voilà. On se hasarda même à identifier le feu du mémorial au scotum scintillant des migraines ophtalmiques. Il pensait qu'il avait vu Dieu, mais non, il avait juste une migraine ophtalmique, nous expliquent les médecins. Voilà, donc ce qu'écrivait déjà Georges Dubouché en 1992 dans un article du courrier Blaise Pascal. Diafoirus n'aurait pas dit mieux que ses éminents spécialistes. De l'ulcère à la tuberculose, bon, rien n'aura été épargné à notre héros. Comme je vous le disais, Jean Ménard recensait 65 références à l'époque de la publication de son ouvrage, donc dans les années 1980, dans sa note sur la maladie de Pascal. À considérer tous ces travaux, dont certains sont vraiment très très techniques et très très pointus, on ne s'étonne plus du tout que Pascal mourût si jeune. On se demande plutôt comment il a pu vivre si longtemps. Mais de quoi souffrait donc Pascal exactement ? Il est d'autant plus difficile d'énoncer une opinion vraisemblable sur cette question que les sources dont nous disposons souffrent d'un manque sérieux de fiabilité. Notre savoir sur le sujet repose essentiellement sur 3 sources, 3 textes. Le plus important, c'est la vie de M. Pascal, écrite par Gilberte. C'est notre source principale sur la vie de Pascal. La vie de M. Pascal, écrite par Mme Perrier, sa sœur, femme de M. Perrier, conseiller de la Cour des aides de Clermont. C'est un texte qui est sans cesse édité, qui accompagne les éditions des Pensées en général. Le second, c'est un mémoire rédigé par la fille de Gilberte, donc la nièce de Blaise, Marguerite, celle-là même
qui fut guéri miraculeusement d'une fistule lacrymale en 1656, après avoir été touché par une relique de la Sainte Épine. Le troisième, c'est le rapport d'autopsie de Pascal, puisque nous avons un rapport d'autopsie de Pascal établi 2 jours, c'est-à-dire assez longtemps, après le décès de Blaise. Bon, et la fiabilité de ces 3 documents est loin d'être assurée. Prenons le premier texte, la vie de Pascal par Gilberte. Jean Ménard, dans la minutieuse étude qu'il consacre à cette biographie, note que le degré de confiance qu'il convient d'accorder à ce document n'a jamais encore été qu'effleuré. C'est un document qu'on considère comme fiable et crédible, mais en fait, beaucoup d'éléments nous échappent, parce que beaucoup d'informations ne nous sont connues que par cette source. Publiée quelques 100 fois, citée, paraphrasée dans 1000 ouvrages, cette vie semblerait ne devoir réserver aucune surprise. Or, à celui qui l'examine de près, elle offre toutes sortes d'énigmes. La valeur historique de ce grand témoignage a fait l'objet d'appréciations contradictoires, mais non d'études critiques. Au fond, la critique n'a jamais mis profondément en doute la véracité de Gilberte. Il est difficile d'évaluer la pertinence de ce témoignage. Jean Ménard note que l'essentiel nous a sans doute été livré, mais il reconnaît chez Gilberte une propension à l'idéalisation, voire aux déformations. Par ailleurs, Philippe Sellier, dans un article qui fit date, montra que la vie de M. Pascal, sans être en rien fictionnelle, ne peut pas être lue comme un simple témoignage à l'état brut. Gilberte écrit son texte en respectant la poétique d'un genre littéraire, la poétique de la vie de saint. C'est-à-dire que Gilberte écrit la vie de son frère comme si c'était un saint, en respectant les principes de la géographie telle qu'elle est pratiquée par les catholiques depuis le Moyen-Âge. Donc, il convient de faire preuve de prudence lorsqu'on aborde la biographie laissée par Gilberte. Mais une circonspection bien plus grande encore est de mise dès qu'on regarde le mémoire de Marguerite, la fille de Gilberte. Marguerite nous raconte des éléments de la vie de son oncle qu'elle tient de seconde main ou de troisième main. Elle a très peu connu Blaise Pascal, et son récit est très riche en anecdotes, alors que celui de Gilberte en est assez dépourvu. Et les biographes ultérieurs vont emprunter volontiers à ces 2 sources qui finalement se complètent assez bien. Pourtant, ces 2 textes ne sont pas à mettre sur le même plan. La vie de M. Pascal par Gilberte est rédigée par une intime de Blaise, très peu de temps après la mort prématurée du savant, alors que le mémoire de Marguerite est composé à une date bien plus tardive, entre 1723 et 1732, alors que Marguerite était elle-même très âgée. Marguerite affectionne les détails au détriment de la vue d'ensemble, elle se contredit et elle affectionne énormément le merveilleux et les anecdotes, hautes en couleurs et franchement douteuses. Concernant Blaise Pascal, Marguerite nous raconte que, dans sa prime enfance, le petit Blaise aurait souffert de troubles du comportement, ce qu'on appellerait aujourd'hui des troubles de comportement, une phobie de l'eau, des crises de colère lorsqu'il voyait ses parents ensemble, et il serait, je cite, tombé en Chartres, c'est-à-dire qu'il aurait souffert d'un amaigrissement et d'une perte de vitalité. Toujours d'après Marguerite, que je vous résume, l'entourage de l'enfant se serait avisé qu'un tel mal n'avait pu être provoqué que par une cause diabolique. La famille jeta sa vindicte sur une pauvre vieille à qui on faisait jusque-là la charité et qu'on eût au fait d'accuser de sorcellerie. Toujours selon notre imaginative Marguerite, le père de Blaise, Étienne, aurait obtenu d'elle des aveux à force de menaces et l'aurait contrainte à annuler son sort. Elle aurait accepté, après diverses tractations, de transporter le sortilège sur un chat. Et, loin de guérir, le garçonnet serait tombé dans une sorte de coma. Il avait les apparences de la mort. La sorcière, interrogée, supplia Étienne d'attendre minuit et lui assura que l'enfant reviendrait ensuite à la vie, ce qui arriva.
Et pour comble de bonheur, l'enfant, une fois remis, ne tarda pas à guérir également de sa phobie aquatique et accepta même de bon gré d'assister aux embrassades de ses parents. Et voilà, et Marguerite termine ce joli conte en concluant que depuis, il n'eut plus jamais aucun mal. Alors, la seule chose qui surprenne vraiment dans ce récit, c'est le sérieux dans lequel on l'a tenu pendant très longtemps. Jean Anglade qui est bien connu entre ces murs, je pense, et dans la région, Jean Anglade en fait ses délices dans la biographie très romancée et dialoguée qu'il consacre à la vie de Pascal. Moi, j'aime beaucoup la biographie de Pascal de Jean Anglade, mais voilà, son degré de fidélité est tout n'est peut-être pas assuré à 100%. Plusieurs pauvres fréquentaient la maison des Pascal, raconte Anglade, attirés par les charités quotidiennes d'Antoinette. Parmi eux, une vieille femme nommée Péronnelle, originaire de Cournon, bien connue de la nourrice, qui la recevait familièrement dans la chambre des enfants et lui permettait de les prendre sur ses genoux. Or, les domestiques commencèrent à soupçonner cette vieille d'avoir jeté sur le petit un ensorcellement. Ils dirent à leur maître « C'est elle, pour sûr, c'est un sort de la Cournonnaise, c'est une magicienne. Il suffit de la regarder avec ses doigts crochus, ses cheveux sur la figure et ses yeux de feu. » Alors, Jean Anglade en rajoute évidemment encore sur Marguerite qui, déjà, avait écrit un récit tout à fait haut en couleur, dans une biographie parue en 1988. Comment démêler le vrai et le faux dans cette anecdote ? Que veut dire, par exemple, tomber en Chartres? Est-ce que ça renvoie à la phtisie, à la tuberculose, comme le pense par exemple Furetière? Est-ce que ça renvoie au rachitisme? Ça, c'est peut-être plus vraisemblable, l'hypothèse d'un rachitisme précoce chez Pascal. Les médecins confondaient volontiers ces maladies et certains éléments viennent confirmer le diagnostic de rachitisme, comme les convulsions, les atteintes musculaires, et comme l'évolution du rachitisme est en général favorable, qu'elle guérit spontanément, mais que cette affection laisse des traces, en particulier retarde la fermeture des fontanelles, et que l'autopsie montre justement que les sutures des fontanelles se sont mal faites chez Pascal. Bon, il est possible qu'il ait souffert d'un rachitisme dans sa petite enfance. Bon, on en reste vraiment à des conjectures tout à fait invérifiables. Et qui invitent, bien des points, invitent à la plus grande réserve. Les commentateurs s'étonnent de la crédulité qu'on prête à Étienne Pascal, qui était un grand savant, un esprit éclairé, qui était reçu chez les plus grands savants de son siècle. Bon. Donc, a priori, c'était quelqu'un qui était assez peu enclin à prêter foi à des histoires de loups-garous. On peut aussi bien estimer que tout est faux dans ce récit de Marguerite, qui fourmille vraiment d'invraisemblance. Jean Ménard met en avant les nombreuses inconnues du texte et invite à considérer le mémoire original avec la plus grande réserve. Il recommande la prudence à quiconque voudrait fonder sur cette anecdote une étude de la psychologie de Pascal, comme cela s'était beaucoup fait et comme cela s'est beaucoup fait, y compris après les mises en garde de Jean Ménard, dans les années donc 1980. Plus inquiétant encore, c'est au seul témoignage de Marguerite que l'on doit la plupart des descriptions des troubles vécus par Blaise dans sa vie adulte. Elle est la seule, par exemple, à évoquer la paralysie de la ceinture jusque en bas qui, d'après elle, frappa son oncle vers la fin de la période rouennaise, en 1647. On a beaucoup glosé sur cette affection, dont on a dit qu'elle pouvait expliquer en partie le départ de Blaise pour Paris. Mais Gilberte, dans la vie de son frère, ne parle que de maux de ventre et de tête. Et la mention de la paralysie par Marguerite reste complètement isolée. À la même époque, dans des lettres de ses sœurs, on apprend que Blaise se rendait à l'église. C'est donc qu'il n'était pas paralysé. Alors, les spécialistes expliquent, oui, il devait avoir des paralysies intermittentes. Oui, non, ou alors juste Marguerite a tout inventé. C'est probablement le plus probable. Bon. Troisième document, l'autopsie, le rapport d'autopsie. Alors voilà, on va dire, on tient des éléments objectifs. Bon, le problème, c'est que le relevé d'autopsie a été assez tardif. C'était l'été, il faisait chaud. Bon, en 2 jours, les organes de Pascal ne révélaient plus grand-chose.
ce qui est le plus révélateur, c'était le crâne, justement, c'était les os du crâne. Les os du crâne qui nous révèlent qu'il y a eu Pascal avait souffert de problèmes de fermeture des fontanelles quand il était petit. Le crâne se trouva sans aucune suture que la lambdoïde ou la sagittale, je ne sais pas trop, ce qui apparemment avait causé les grands maux de tête auxquels il avait été sujet pendant sa vie. Il est vrai qu'il avait eu autrefois la suture qu'on appelle fontale, mais ayant demeuré ouverte fort longtemps et n'ayant pu se refermer, il s'était formé un callus qu'il avait entièrement couverte et qui était si considérable qu'on la sentait aisément au doigt. Pour la suture coronale, il n'y en avait aucun vestige. Selon ce que l'on remarqua de plus considérable et à quoi on attribua particulièrement sa mort et les derniers accidents qui l'accompagnèrent fut qu'il y avait au-dedans du crâne, vis-à-vis les ventricules du cerveau, deux impressions comme du doigt dans de la cire, qui étaient pleines de sang caillé et corrompu, qui avaient commencé de gangréner la dure mer. Bon, sautons à la conclusion. La conférence en sera plus courte. Deux hypothèses complémentaires paraissent aujourd'hui pouvoir être soutenues avec quelques degrés de vraisemblance. La crise de l'été 47, tout d'abord. La crise de l'été 47 surprend Pascal alors qu'il est encore à Rouen, alors qu'il est en train d'effectuer ses expériences pour démontrer l'existence du vide, et ses symptômes l'obligent à partir à Paris chercher de meilleurs spécialistes à Rouen. Bon, Rouen, les médecins, les pharmaciens rouennais, bon, on sait ce qu'il faut en penser, déjà à l'époque, apparemment, et donc Pascal décide, avec sa sœur Jacqueline, de consulter de meilleurs médecins à Paris. L'hypothèse de Michel Le Gouerne, assez solidement étayée et assez convaincante, qu'il a émise il y a une dizaine d'années maintenant, l'hypothèse de Michel Le Gouerne suggère que Pascal était victime, en 1647, d'un empoisonnement au mercure. Pascal avait manipulé de grandes quantités de mercure, qu'on appelait le vif argent à l'époque, pour les expériences qui s'étaient déroulées dans la cour de la verrerie de Rouen. Manipuler des 40, 50 livres de mercure pour réaliser ces expériences dans des tubes très grands, des tubes qui faisaient plusieurs mètres de haut parce qu'il voulait impressionner le public, il voulait que tout le monde puisse voir de ses yeux l'espace vide au haut du tube de mercure. Donc il a manipulé de grandes quantités de mercure et il a sans doute contracté un empoisonnement au mercure qui explique sa stomatite, par exemple, l'infection qu'il avait à la bouche et qui l'empêchait d'avaler et de parler. Le tableau clinique est vraiment complet et correspond à la description faite dès la Renaissance par le médecin Jean Fernel et confirmée par la médecine moderne sur les symptômes de l'empoisonnement au mercure. Un état de langueur s'empare de toute la constitution, la gorge, la langue, le palais, les gencives, sang, flux ulcères. L'appétit disparaît, des nausées, des vomissements, la diarrhée se déclare, les sujets tombent dans le marasme, deviennent pâles et bouffis, ils éprouvent des vertiges et le délire, un sentiment de froid s'empare de tout le corps. Bon, ça correspond à peu près à ce que Gilberte et Jacqueline nous disent des symptômes de Pascal lorsqu'il rentre à Paris en 1647, après être tombé malade, suite aux expériences qu'il avait réalisées. L'intoxication au mercure est-elle cause du décès de Pascal en 1662 ? Probablement pas. Pascal se remet de sa maladie au cours de l'année 1648. Il semblerait qu'il faille plutôt chercher du côté d'une malformation osseuse, comme on l'a vu dans le rapport d'autopsie, et comme l'ont suggéré dans les années 1970 deux médecins de Rouen, dont l'opinion fut précisée en 2015 par une contribution de 3 médecins. Ces chercheurs s'appuient donc sur l'autopsie et concluent à une malformation congénitale qui se traduit par une mauvaise fermeture des fontanelles, peut-être une conséquence du rachitisme. On parle d'oxycéphalie. Bon, je vous épargne les détails de cette maladie. On a aussi parlé d'hypertension artérielle intracrânienne, d'anévrisme, de rupture d'anévrisme, qui expliquait pourquoi il y avait tout ce sang dans le cerveau. Bon, on ne sait pas trop. Laissons le mot de la fin à Georges Dubouché, qui concluait son article de 1992 par une prudente conclusion. La maladie de Pascal attend depuis plus de 3 siècles un diagnostic exact et complet. Elle risque de l'attendre longtemps encore et nul doute que de futurs médecins s'essaient
de nouveau à l'avenir à cet exercice devenu rituel. Face à la multiplication des hypothèses, toutes incertaines, une question s'impose surtout, mais quelle importance? Comme diraient nos amis anglophones, and so what? À quoi bon mettre autant d'acharnement à savoir de quoi souffrait un homme mort à 39 ans il y a 3 siècles et demi? Car l'intérêt d'une telle déferlante exégétique, avant même d'évaluer son degré de véracité, réside dans ce que révèlent les présupposés, implicites ou explicites d'une pareille démarche. Il est trop tard maintenant, disons-le tout net, pour espérer encore soigner Pascal. Et il est clair qu'on ne s'interrogerait pas sur les indispositions multiples de l'auteur des pensées et de l'inventeur du vide s'ils n'étaient l'un et l'autre. Le cas Pascal n'a suscité un semblable intérêt que parce qu'on espérait trouver dans l'examen clinique du grand homme une corrélation entre son état de santé déplorable et les étonnantes productions de son esprit. C'est ce lien supposé que je voudrais interroger dans la suite de cette conférence pour montrer 3 choses. Premièrement, que ce lien est impossible à établir et en réalité fort douteux. Bon, ça c'est la partie précédente. Restent les 2 autres. Montrer deuxièmement que ceux qui ont tenté de s'appuyer sur ce lien supposé étaient animés par des préjugés destinés à éreinter ou à glorifier Pascal. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Troisièmement, que cet accent mis sur la maladie trouve son assise dans l'œuvre même de Pascal et non dans sa vie. La maladie, avant d'être les affections dont a souffert Pascal, la maladie est un thème littéraire et théologique essentiel chez Pascal, et c'est surtout à ce titre qu'il nous intéresse. Deuxième temps, donc, comment la maladie de Pascal a été pour une large part construite afin de dresser un portrait de Pascal qui débouche sur des lectures guidées par ce qu'il faut bien appeler l'idéologie. Pascal, travaillé par le bouillonnement de ses humeurs au XVIIe siècle, Pascal nerveux au XIXe siècle, névrosé, voire maniaco-dépressif au XXe et XXIe siècle, c'est toute la panoplie des grandes affections psychologiques qui a servi à qualifier ces troubles. S'il y a un cas Pascal, il est largement le fruit d'une construction, avec des intentions variables qui sont passionnantes parce qu'elles nous renseignent bien davantage sur l'investigateur que sur le malade. Diagnostiquer les maladies et les traumatismes dont a souffert Pascal est une entreprise, que j'ai envie de dire, inutile et incertaine. En revanche, il est très instructif de comprendre les raisons de l'insistance mise par les commentateurs à surinterpréter, à exagérer, voire à fabuler les symptômes morbides de l'auteur des Provinciales et des Pensées. Nous voyons se dessiner 2 écoles. D'une part, les détracteurs, qui affirment la folie de Pascal pour discréditer son œuvre et qui vont chercher à exagérer les symptômes morbides de Pascal en disant « Vous voyez, il était fou et donc il a écrit les Pensées, œuvre d'un fou ». De l'autre côté, vous avez au contraire les admirateurs de Pascal qui vont rattacher sa puissance créatrice aux mots de son corps et de son esprit. Mais les Pensées, quel ouvrage génial, il était travaillé par la mélancolie. Les uns se trompent sans doute autant que les autres. C'est ce que nous allons essayer de montrer, mais leur erreur est fascinante. Leurs erreurs sont fascinantes. Donc, première sous-partie dans cette deuxième partie, Pascal était-il un esprit dérangé ? Ce sera essentiellement le point de vue développé par les Lumières, par les philosophes des Lumières, par Voltaire, par Condorcet, au XVIIIe siècle. Les sceptiques du siècle des Lumières firent de la maladie de Pascal un usage diamétralement opposé de celui des hagiographes du XVIIe siècle. Gilbert Pascal montrait à quel point Pascal, Blaise avait souffert, Gilbert Perrier montre à quel point son frère avait souffert la maladie avec courage, comme un saint.
Au XVIIIe siècle, on va tirer d'autres conclusions de la maladie de Pascal. Les savants des Lumières vont instrumentaliser les souffrances de Pascal afin de discréditer un penseur qui les embarrassait. Pourquoi est-ce que Pascal embarrassait Voltaire, Condorcet et les autres? Parce que, d'une part, Pascal, en tant qu'homme de science, leur paraissait éminemment respectable. Les travaux de Pascal avaient permis de ruiner la vieille physique aristotélicienne en montrant l'existence du vide. Il avait défendu l'idée de progrès qui était si chère aux philosophes des Lumières. Pascal était perçu comme un représentant des modernes contre les anciens, et, par surcroît, il était le pourfendeur d'institutions sclérosées et l'ennemi irréductible des jésuites. Pascal et Voltaire avaient une même cible, les jésuites. Mais Pascal, pourquoi s'avisa-t-il de verser dans le jansénisme le plus austère, se demandaient les philosophes des Lumières. Le cilice, les attaques forcenées et dignes d'un fanatique contre le père Saint-Ange, son mode de vie gouverné par le plus incompréhensible masochisme, et surtout ce fatras anti-humaniste des pensées, leur semblait non seulement impardonnable, mais dangereux du fait même du talent de l'auteur, car bien propre à persuader les âmes faibles. Il s'en trouve peut-être même dans cette salle. Donc les philosophes éclairés mirent tout en œuvre pour distinguer deux Pascal, le scientifique et l'auteur des petites lettres, des provinciales, serait un authentique précurseur de l'esprit des Lumières, et l'autre, l'auteur des pensées, est un obscurantiste confié en dévotion, rétrograde, un fanatique de la pire espèce, un apôtre de l'infâme. Proposition séduisante, mais qu'il fallait étayer par des faits. Or, des faits, il n'y en avait pas. Donc, qu'ont-ils fait? Eh bien, ils les ont créés de toutes pièces. Pour établir cette distinction entre un Pascal savant et un Pascal religieux, ils amplifièrent deux rumeurs très mal vérifiées qu'ils combinèrent de façon à répandre la légende noire d'un Pascal soudain frappé de folie et déséquilibré dans la deuxième partie de sa vie. La première légende concerne l'accident de carrosse. L'accident de carrosse dont la véracité est très très mal attestée. On ne la trouve que dans un des recueils guerriers donc au XVIIIe siècle où elle est présentée comme issue d'un manuscrit anonyme de l'oratoire de Clermont. Monsieur Arnoul de Saint-Victor, curé de Chambourcy, dit qu'il a appris de monsieur le prieur de Barillon, ami de madame Perrier, que monsieur Pascal, quelques années avant sa mort, étant allé selon sa coutume un jour de fête à la promenade au pont de Neuilly avec quelques-uns de ses amis dans un carrosse à 4 ou 6 chevaux, les 2 chevaux de volée prirent le frein aux dents à l'endroit du pont où il n'y avait point de garde-fou, et s'étant précipités dans l'eau, les laisses qui les attachaient au train de derrière se rompirent, en sorte que le carrosse demeura sur le bord du précipice, ce qui fit prendre la résolution à M. Pascal de rompre ses promenades et de vivre dans une entière solitude. Difficile de tirer argument d'un tel texte, le témoignage n'est pas signé et il est rapporté de 3e ou de 4e main, on n'en avait jamais entendu parler auparavant. Il n'est pas daté, quelques années avant sa mort, c'est pas très clair. Et on ne sait rien par ailleurs d'une interruption par Pascal de ses promenades. Au contraire, on le voit encore dans la vie de Pascal par Gilberte, on le voit encore aller se promener dans Paris jusque dans les derniers mois de son existence. Alors, peut-être que Pascal a été éventuellement pris dans un accident, pourquoi pas. Le pont était construit en bois, il était peu sécurisé à l'époque, mais en fait on n'en sait strictement rien, et ce traumatisme n'a pas dû avoir un très grand retentissement, puisque quelques mois avant sa mort, nous le voyons inventer le premier système de transport en commun de Paris, les carrosses à 5 sols, donc voilà, il n'était pas fâché complètement avec les carrosses. Seconde rumeur, également fort mal avérée, elle concerne le gouffre que Pascal croyait voir s'ouvrir à son côté gauche. Elle est relatée par un proche de Port-Royal, mais alors longtemps après la mort de Pascal, l'abbé Boileau, rien à voir avec Nicolas Boileau, qui s'emploie dans une lettre de direction à rassurer une demoiselle atteinte de terreur imaginaire.
Cela me fait souvenir que M. Pascal, dont la comparaison ne vous déplaira point, ce grand esprit croyait toujours voir un abîme à son côté gauche et il faisait mettre une chaise pour se rassurer. Je sais l'histoire d'origine. Ses amis, son confesseur, son directeur avaient beau lui dire qu'il n'avait rien à craindre, il convenait de tout cela avec eux, car il n'était nullement visionnaire. Et un quart d'heure après, il se creusait de nouveau le précipice qui l'effrayait. Alors tout de suite, dans les critiques qui sont parues au moment de la publication de l'ouvrage, dans les recensions, dans les comptes rendus du livre, les commentateurs disent on n'a jamais entendu parler de cette histoire. Bon, voilà. Et que vont faire les philosophes des Lumières? Eh bien, ils vont coudre ensemble ces deux rumeurs, aussi fausses l'une que l'autre, et dire mais voilà, en 1654, Pascal a eu cet accident de carrosse, et après, il est devenu fou. Il a eu des visions, il a cru qu'il voyait Dieu, il a eu une peur bleue, tombé dans le coma pendant des semaines, et quand il s'est réveillé, il était fou et il s'est mis à écrire des pensées. Voilà comment les philosophes des Lumières vont coudre ensemble ces deux événements inexistants, et à partir de là, les diffuser extrêmement largement, ce qui explique qu'elles sont encore extrêmement répandues aujourd'hui, et qu'on les voit parfois surgir dans des articles de presse, par exemple, je sais pas, dans Ouest France, au mois de septembre, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Ils ont très très bien réussi leur campagne de désinformation. Christine Orban l'utilise encore. Hein. Ah, j'ai pas lu encore le Christine Orban. C'est une campagne. Alors, on n'a pas attendu Twitter, les réseaux sociaux pour réussir des campagnes de désinformation. Hein. Ils ont vraiment parfaitement réussi leur coup. Tout le monde croit en ces stupidités. Et ils en avaient besoin, ils en avaient vraiment besoin pour sauver le savant et pour condamner le théologien. Donc ils ont créé des histoires concernant cette prétendue maladie mentale de Pascal. Donc ils ont fait un fou. Je vais passer vite, hein, vous avez compris. Bon, Voltaire, il était ravi. Hein. Pascal croyait toujours voir un abîme à sa chaise. Faudrait-il pour cela que nous en imaginassions autant? Vous trouverez dans les mélanges de Leibniz que la mélancolie égara sur la fin la raison de Pascal. Il le dit même un peu durement. Il n'est pas étonnant, après tout, qu'un homme d'un tempérament délicat, d'une imagination triste, comme Pascal, soit, à force de mauvais régime, parvenu à déranger les organes de son cerveau. Hein, s'il avait un peu mieux mangé, il n'aurait pas, débloqué sur la fin de ses jours. Voilà ce que dit notre ami là. Alors même chose chez Condorcet. Bon, je ne vais peut-être pas vous lire entièrement le texte. C'est la même chose. Hein, il reprend les anecdotes. Et donc pour Condorcet, il y a vraiment deux Pascal, celui d'avant et celui d'après. Il faut pourtant oser le dire. Quoiqu'en général, le tableau que Pascal a fait de l'homme soit aussi vrai qu'il est fortement tracé, cependant, dans ses pensées jetées au hasard, et que Pascal devait revoir, il lui en est échappé beaucoup de fausses. Et puis plus tard, à la fin de sa vie, ce Blaise, donc en commentant le texte de Condorcet sur Pascal, le prétendu éloge de Pascal par Condorcet, ce Blaise, vous voyez déjà la familiarité, ce Blaise touchait donc à la fois à l'extrême force d'esprit et à l'extrême folie. Ah, cela est bon à savoir, on en peut tirer d'étranges conclusions, qu'on ne se lasse pas de répéter que depuis l'accident de Neuilly, le cerveau de Pascal était dérangé. Et Voltaire a parfaitement gagné, on ne s'est jamais lassé de le répéter. Ah, ces philosophes des Lumières, c'est des gens terribles, hein, des gens terribles. Voilà, bon. Voilà, donc, et nous éprouvons le plus grand mal à essayer de persuader les lecteurs de Pascal du contraire, de ce qui est l'évidente vérité. C'est que il n'y a pas d'accident de Neuilly, il n'y a pas de gouffre, il n'y a pas de rupture entre les deux Pascal. De toute façon, on voit bien, le concours de la roulette, c'est 1658. Le concours de la cycloïde, donc il n'a pas arrêté de faire des sciences pour faire de la religion. Hein. Il commence à se convertir au jansénisme, l'augustinisme, ma voisine préfère. Il commence à se convertir à l'augustinisme exactement au moment où il réalise les grandes expériences sur le vide à Rouen, et en 58, c'est-à-dire au moment où il classe Célias en vue de son apologie de la religion chrétienne, eh bien, il propose à toute l'Europe savante un concours de mathématiques. Donc, cette division de la vie de Pascal en une première partie consacrée à la science et une deuxième partie consacrée à la religion ne tient pas debout. C'est une construction.
C'est une construction inventée par les philosophes des Lumières qui voulaient conserver le moderne, hein, le rationaliste, le savant, et se débarrasser de l'obscurantiste rétrograde. Ce faisant, bien sûr, ils se sont complètement interdits de comprendre quoi que ce soit à Pascal. Puisque Pascal, c'est pas d'un côté le savant et de l'autre côté le croyant, c'est les deux à la fois. Les deux à la fois pendant toute sa vie. Sauf peut-être vraiment les toutes dernières années. Disons pendant la plus grande partie de son existence. Je passe, parce que là, je n'ai pas suivi du tout mes notes. Voilà, donc je ne sais plus où j'en suis. Je passe, voilà. Bon, donc la construction échafaudée par... Ah oui, alors... Oui, on peut continuer avec le 19e siècle. Alors, évidemment, les positivistes au 19e siècle, tous les monsieur Homais du 19e siècle, ils vont évidemment reconduire avec un plaisir infini la distinction opérée par les philosophes des Lumières. J'ai pris comme exemple le texte d'un médecin qui s'appelle Albert Régnard, « Génie et folie, réfutation d'un paradoxe ». Il dit « Mais non, le génie ne conduit pas à... la folie ne conduit pas au génie, la folie conduit à la folie. Hein, voilà. Et donc, exemple Pascal. Et donc Albert Régnard, dans ce texte paru dans une revue médicale de la fin du XIXe siècle, étudie le cas Pascal et reconduit les thèses des philosophes des Lumières. On sait que cet accident de Neuilly fut le point de départ d'une hallucination souvent renouvelée, qui laissait entrevoir à Pascal l'horreur d'un abîme ouvert à ses pieds. De plus, on trouve ici la trace d'une autre hallucination, d'une vision, pour parler comme les théologiens, dont la réalité ne paraît pas moins évidente. Quoi qu'il en soit, c'est à cette époque, 13 novembre 1654, un mois environ après l'accident du pont de Neuilly, que s'accentue le retour à Dieu et la maladie. Pascal se retire du monde et ne cherche plus qu'à s'avêtir de son mieux. Après cette date, il ne travaille plus. Ce fut là, véritablement, un cas de banqueroute, non de la science, ce qui est une absurdité, mais du savant, du génie, terrassé par la folie. Loin donc que celle-ci soit une condition de celle-là, quand par malheur ils viennent à coexister. Entre les deux, la lutte est à mort, et c'est toujours le génie qui succombe. Alors, c'est extraordinaire de voir un auteur qui se prétend savant, positiviste, scientiste, j'ai envie de dire de la pire espèce, commettre autant d'erreurs factuelles et condamnables d'un simple point de vue de véracité historique, de véracité factuelle. Vous voyez comment, pour défendre une conception complètement scientiste, eh bien, il en vient à commettre des fautes impardonnables. On sait que cet accident de Neuilly, non, on ne sait pas, cet accident de Neuilly n'a jamais eu lieu. À cette époque, le 13 novembre 1654, un mois environ après l'accident du pont de Neuilly, il faut oser quand même dater précisément des événements. Tout ce que nous disait cette anecdote incertaine, c'est quelques années avant sa mort. Eh bien, de quelques années avant sa mort, on est passé au 13 novembre 1654. Ça me fait rire à chaque fois que je lis ce texte. Bon. Mais j'ai pitié. Voilà, donc ça nous apprend beaucoup de choses, pas sur Pascal, mais sur les limites du positivisme et du scientisme tel qu'il pouvait être appliqué par des rationalistes extrémistes, genre presque envie de dire radicalisés, de la fin du XIXe siècle. Donc, tout cela est très peu convaincant, c'est même complètement spécieux, mais cette construction échafaudée par les adversaires de Port-Royal va être jugée extrêmement plausible et faire longtemps autorité auprès des esprits forts et même au-delà. Passons maintenant aux admirateurs, ceux qui pensent que la maladie de Pascal, au contraire, est la condition de son génie. Régnard se sent, j'irai plus vite, c'est plus facile. Régnard se sent tenu de réfuter ce qui est selon lui un paradoxe, le lien entre génie et folie. C'est un lien très solidement ancré dans l'imaginaire. Ce sont les lecteurs de Pascal tentés par cet amalgame
que je vais aborder rapidement. Ceux-là, ils ont comme pour point commun avec les philosophes des Lumières, ils ont ceci, qu'ils prennent également très au sérieux la maladie de Pascal, et socialement la maladie mentale. Mais ils vont en tirer des conclusions opposées. Bien sûr que Pascal était un peu déséquilibré du cerveau. C'est grâce à cela qu'il a pu réaliser cette œuvre surhumaine, hein, qui tient plus de Dieu que de l'homme, comme dit Chateaubriand. Ces admirateurs de Pascal reconduisent un très vieux thème de la pensée occidentale, un lien entre folie et génie, entre mélancolie et génie, qui remonte à un texte longtemps attribué à Aristote, les problèmes, d'où vient que le génie dans tous les domaines entretient un lien avec la mélancolie. Voilà. Donc Aristote, le pseudo-Aristote, comme on l'appelle, va essayer d'expliquer ce lien entre mélancolie et génie. La Renaissance, puis le romantisme vont exalter ce lien supposé entre génie et folie, comme l'illustrent tant de héros et d'écrivains romantiques, de René à Nerval. La liaison entre talent créateur et mélancolie offrait un modèle étiologique du génie trop commode, trop séduisant pour qu'on y renonce facilement. Folie et créativité restent, au moins dans l'imaginaire, unis par un lien aussi mystérieux qu'essentiel, même après l'effondrement de l'ancienne médecine qui expliquait ce lien entre génie et folie. Donc par un retournement à 180 degrés dont seule l'histoire littéraire possède le secret, les romantiques, au XIXe siècle, vont réhabiliter ce Pascal malmené par les Lumières. Ils ne vont pas lire les pensées comme la production d'un fanatique, mais comme l'œuvre d'un esprit dont la puissance est hors du commun. Je vais passer très vite sur ce texte très connu de Chateaubriand. On connaît cette description du génie pascalien. Il y avait, allez, je le lis pour le plaisir. Il y avait un homme qui, à 12 ans, avec des barres et des ronds, avait créé les mathématiques, qui, à 16, avait fait le plus savant traité des coniques qu'on ait vu depuis l'Antiquité, qui à 19 réduisit en machine une science qui existe tout entière dans l'entendement, qui à 23 ans démontra les phénomènes de la pesanteur de l'air et détruisit une des grandes erreurs de l'ancienne physique, l'horreur du vide, qui à cet âge où les autres hommes commencent à peine de naître, ayant achevé de parcourir le cercle des sciences humaines, s'aperçut de leur néant et tourna ses pensées vers la religion, qui, depuis ce moment jusqu'à sa mort, arrivé dans sa 39e année, toujours infirme et souffrant, fixa la langue par l'air Bossuet et Racine, donna le modèle de la plus parfaite plaisanterie comme du raisonnement le plus fort, enfin, qui, dans les courts intervalles de ses mots, résolut par abstraction un des plus hauts problèmes de géométrie et jeta sur le papier des pensées qui tiennent autant du Dieu que de l'homme, cet effrayant génie se nommait Blaise Pascal. Vous voyez, c'est du Condorcet à l'envers. C'est bien sûr qu'il était malade, bien sûr qu'il a une œuvre de savant et une œuvre de théologien, mais c'est bien pour ça qu'il a été aussi génial et quasi divin. Bon, je passe vite parce qu'on connaît ce texte. Je vais plutôt lire celui de Baudelaire, qui est un petit peu moins connu, tout petit peu moins connu. Baudelaire, au terme du retour en grâce de Pascal, entamé quelques décennies plus tôt, brosse dans Les Fleurs du Mal un saisissant portrait de l'auteur des pensées. Reprenant pour les détourner les stéréotypes calomnieux répandus par les Lumières, le poète voit dans le port royaliste son double, nous le présente saisi par une vertigineuse angoisse que provoque l'hallucination de l'abîme maladif, le gouffre. La référence pascalienne chez Baudelaire est vraiment essentielle. Baudelaire est le seul poète, le seul écrivain à être mentionné dans les poèmes des Fleurs du Mal. Daubigné a droit à une épigraphe, Gautier et Hugo ont droit à une dédicace, mais pas à l'intérieur des vers des poèmes. Pascal avait son gouffre, avec lui se mouvant. Hélas, tout est abîme, action, désir, rêve, parole, et sur mon poil qui tout droit se relève, maintes fois de la peur, je sens passer le vent. En haut, en bas, partout, la profondeur, la grève, le silence, l'espace affreux et captivant. Sur le fond de mes nuits, Dieu de son doigt savant dessine un cauchemar multiforme et sans trêve. J'ai peur du sommeil, comme on a peur d'un grand trou,
tout plein de vagues horreurs menant on ne sait où, je ne vois qu'infini par toutes les fenêtres. Et mon esprit, toujours du vertige hanté, jalouse du néant l'insensibilité. Ah, ne jamais sortir des nombres et des êtres. Un des plus merveilleux poèmes des Fleurs du Mal, fondé sur un contresens extraordinaire, puisque finalement Baudelaire reprend à son compte le Pascal tel que l'avaient construit les Lumières, le Pascal avec son gouffre, un Pascal effrayé, un Pascal, et du Pascal romantique aussi, un Pascal qui aspire au néant, qui jalouse du néant l'insensibilité, un Pascal qui aspire au vide, finalement. L'inventeur du vide aspire au vide et au néant. C'est un contresens complet sur Pascal. Mais quel magnifique contresens. Voilà, des contresens comme ça, dans les copies, on les accepte tous. Des contresens. Voilà, mais c'est pas souvent ça. Voilà. Bon, donc, on a beaucoup d'échos. Beaucoup d'échos des pensées, tous les grands motifs de l'imaginaire pascalien, l'abîme, le vertige, le gouffre, qui renvoie à une agoraphobie provoquée par les espaces infinis. Mais tout cela est renversé au regard du Pascal des Lumières, du Pascal rationalisé à moitié par les Lumières, et puis des propres perspectives baudelairiennes qui sont projetées dans la figure de celui qu'il considère comme son prédécesseur. Le Pascal de Baudelaire est tragique. Il est terrifié, terrifié même par le divin. Dieu dessine un cauchemar. Non, le Dieu de Pascal ne dessine pas un cauchemar. C'est une source de joie, le Dieu de Pascal. Donc on a un déplacement de la figure de Pascal, mais toujours ce Pascal malade, ce Pascal qui a son gouffre, ce Pascal visionnaire. C'est lui qui intéresse les romantiques, comme il intéressait les philosophes des Lumières. Baudelaire, tourmenté par l'angoisse, croit voir dans Pascal son frère, pour parler selon une expression de la préface au lecteur, son double et son frère. Mais cette fraternité rêvée repose sur un malentendu né des anecdotes fallacieuses inventées par les Lumières sur la maladie de Pascal. Alors, l'imagerie romantique va courir jusqu'à nos jours, jusqu'à Orban, mais je n'ai pas encore lu le roman d'Orban. On le trouve chez Jacques Attali, par exemple. Je vais passer très vite, parce que là, on va passer sur des textes peut-être un petit peu moins intéressants que Baudelaire. Voilà, Pascal, un roc fragile, ses migraines ont repris, elle gagne toute sa tête, rien ne peut en venir à bout, comment vivre en permanence dans la douleur. Enfin, voilà, toujours, vous voyez, ces lieux communs, ces stéréotypes inventés par les Lumières. À 35 ans, souffrant le martyre, c'est important le mot martyr, c'est tout de suite une dimension religieuse à ces souffrances. Il est résolu l'un des plus difficiles problèmes de mathématiques jamais posés, follement épris d'une sœur sans doute aussi géniale et refoulée que lui. Bon voilà, le thème des amours adelphiques de Blaise, non pas pour Gilberte, mais pour Jacqueline, c'est Mauriac qui avait écrit un livre là-dessus. Bon, là aussi, on n'a pas le moindre début de fondement. Mais ça fait vendre du papier. Puis bon, ça séduit l'imagination aussi. Bon, je vous passe tous les mauvais textes. D'étranges troubles qui colonisent son corps, digestif, locomoteur, neurosensoriel, notamment des céphalées récurrentes, déficiences visuelles, troubles de l'humeur. De sa petite enfance et jusqu'à sa mort précoce, il est tourmenté par les flux et reflux incessants d'une souffrance physique qui se double d'un chaos intérieur. Alors, mettons que le début, il s'appuie sur des sources, mais alors, qui se double d'un chaos intérieur, mais la preuve... Oui, la preuve. Donc c'est ça, c'est toujours ce Pascal imaginé, ce Pascal fantasmé. Je pense que, en fait, nous avons tort de tenter de rétablir la vérité, parce que quel est le Pascal qui intéresse le public? C'est ce Pascal fantasmé. C'est le Pascal des Lumières, c'est le Pascal des romantiques. Le vrai Pascal, je pense qu'il intéresserait beaucoup moins que celui qui a été construit par Voltaire, par Baudelaire, etc. Peut-être pas par Jacques Attali, mais par Anglade. Ici, on va rendre hommage à Anglade, entre ces murs. Voilà, donc
Voilà, on va passer vite. Vous voyez, les représentations de Pascal en mélancolique, par exemple, vous voyez, elles ont la vie dure. Hein. On la trouve au XIXe siècle, on retrouve vraiment les mêmes éléments dans la gravure d'Hippolyte Flandrin que dans les outils scientifiques, vous voyez, que dans la gravure de Dürer, Mélancolia, et même encore sur le billet de 500 francs que les plus anciens d'entre nous se souviennent d'avoir vu de temps en temps, rarement dans le portefeuille, mais voilà, parfois à la télévision, il y avait des gens qui s'amusaient à les brûler. Voilà. Bon, voilà, donc on en voyait de temps en temps. Et donc Pascal représentait, voilà, la tête sur la main, vous voyez, en mélancolique. Hein. C'est ce Pascal mélancolique-là qui fascine le public. Alors, l'hypothèse de la mélancolie a ceci d'intéressant qu'elle rend compte d'un mystère de l'œuvre pascalienne, c'est l'inachèvement des pensées. Pourquoi les pensées sont-elles inachevées ? Les pensées sont inachevées, c'est très simple, parce que Pascal était mélancolique. Quel rapport, me direz-vous ? Eh bien, Panofsky a écrit un livre qui s'appelle Saturne ou la mélancolie, dans lequel il commente essentiellement cette gravure, et il dit, voilà, la mélancolie donne la vision de l'œuvre. Le mélancolique, il voit ce qu'il doit faire, il donne le génie, le grand artiste, il voit ce à quoi il doit arriver, mais en même temps, la mélancolie rend apathique, veule, velléitaire, j'arrive pas à me mettre au travail, etc. Et donc, le mélancolique, il n'arrive pas au bout. Il est incapable de réaliser l'œuvre dont il voit la vision. Mais bon sang, c'est bien sûr. Voilà pourquoi Pascal n'a pas pu terminer ses pensées, parce qu'il était mélancolique. Donc, il voyait l'apologie qu'il devait rédiger, mais voilà, il était malade, il était fou, il travaillait par les humeurs, et donc il n'a pas pu venir à bout de son travail. C'est ce que nous disent ces représentations, celle de billets de 500 francs ou celle de Jambin. Voilà pourquoi. Alors, c'est pas vrai, évidemment. Bien sûr que non, c'est pas vrai. Bien sûr que non. Mais tout ça, fait fonctionner un imaginaire très, très archaïque dans la culture occidentale qui remonte à Aristote, qui remonte à l'association entre génie et folie. J'avance vite, voilà, on va avancer vite, 19 ans encore, peut-être encore une dizaine de minutes, on a commencé à 10 à peu près, voilà. Bon. Donc, détracteurs, rationalistes, admirateurs, romantiques, post-romantiques, partagent tous la même conviction que la maladie exerça une influence considérable sur l'auteur des pensées. Mais au fond, reprenons la question de manière un peu scientifique. Pascal fut-il vraiment aussi malade que l'on dit pendant toute sa vie, souffrant le martyre en permanence, etc. Reprenons un tout petit peu les textes et les gens qui ont étudié vraiment sérieusement et sans préjugés cette question. Sainte-Beuve, par exemple. Sainte-Beuve qui a écrit, vous le savez, une très grosse somme sur Port-Royal et qui tient des propos sur Pascal, qui conserve aujourd'hui une très grande pertinence. Il s'est posé la question, il écrit en 1850, il écrit au milieu 1840, au milieu du 19e siècle, après que les Lumières et les romantiques, et les premiers romantiques ont construit cette image fantastique de Pascal, et il se dit, mais est-ce que c'est pas un visionnaire ? N'aurions-nous point à faire tout simplement à un malade, à un visionnaire, je n'invente point les termes, à un halluciné ? Pascal, en un mot, comme on l'a dit de Lucrèce, n'a-t-il pas eu sur la fin un véritable égarement de la raison ? Puis Sainte-Beuve dit, non, en fait, Pascal a gardé son bon sens jusqu'à la fin de sa vie. Si un de ces savants qui se pique de rigueur, si un physiologiste venait sur la foi de cette anecdote, celle du pont de Neuilly, réclamait Pascal comme un de ses malades et faisait mine de le traiter en conséquence, alors, au nom du bon sens comme du bon goût, nous lui dirions « Oh là !» Je crois qu'il faut encore aujourd'hui, sans cesse, à la suite de Sainte-Beuve, dire « Oh là !» Parce que nous disent Gonzague Truc, par exemple, Gonzague Truc, qui était en désaccord avec son ami Charles Maurras, d'ailleurs, sur cette question. Non, l'auteur des Provinciales des Pensées, même du mystère de Jésus, n'était pas fou, estimait Gonzague Truc. Le complexe d'Oedipe chez Pascal, quelle aubaine ! Nous n'en tirerons rien. Donc nous avons des savants qui mettent en cause la maladie de Pascal. Georges Dubouché, pour revenir à lui, écrit ceci. C'est vraiment l'étude médicale qui reste aujourd'hui la plus complète et la plus sérieuse sur la maladie de Pascal. Avec l'année 1648, tout aussi laborieuse que la précédente, la maladie paraît se calmer. S'ouvre alors une période de 6 années de calme, même s'il est vraisemblable qu'elles ne furent pas exemptes de toute incommodité. Passent les années 55, 56, 57, sans que le dossier médical ne s'alourdisse beaucoup.
Les provinciales, la mise en route de l'apologie, la conférence à Port-Royal attestent que leur auteur est en pleine possession de ses moyens intellectuels et apparemment valides. Donc Pascal n'a pas été, tout au long de sa vie, malade, souffrant d'atroces souffrances. C'est ce que nous dit aussi, Régine Pouzet dans le très imposant dictionnaire de Port-Royal, dont on vous a peut-être déjà parlé au cours des conférences pascaliennes, qui consacre évidemment un gros article à Pascal. Et à propos de la dernière crise de 1660, Régine Pouzet note ceci: comme par le passé, l'intestin et le cerveau sont le plus touchés, mais aucune allusion n'est faite à de grandes souffrances, sauf pendant les tout derniers mois. Donc peut-être que Pascal n'a pas été aussi... Bien sûr qu'il a été malade, mais pas autant qu'on l'a dit et pas au point que sa maladie détermine réellement son œuvre. Alors vous allez me dire, je vais terminer très très vite là-dessus, vous allez me dire, mais alors d'où vient cette insistance sur les mots ressentis par le savant et le philosophe? En fait, Pascal est lui-même peut-être coupable de cet intérêt porté par ses commentateurs à sa maladie. Non qu'il se soit apitoyé sur son sort, Pascal, on est très très loin de Musset avec Pascal, mais en revanche, la maladie est un thème majeur de son œuvre. La maladie est un thème profondément augustinien, je ne dis pas janséniste, je dis bien augustinien. La maladie occupe une place essentielle dans le système religieux professé par les amis de Pascal. Augustin accorde une place centrale au péché originel, qui constitue vraiment un traumatisme au sens qu'on donne habituellement à ce mot, un dommage causé à la structure, au fonctionnement du corps et de l'âme. En désobéissant à Dieu, Adam a renoncé à l'état d'innocence et de perfection qui était le sien pour tomber après le péché dans un état de misère, d'aveuglement, de maladie, de corruption, explique saint Augustin. Nous sommes tous malades parce que nous sommes les descendants d'Adam qui a commis le péché originel. Il avait un corps parfait, une âme parfaite, et puis l'âme et le corps ont été corrompus, gangrénés comme un cancer, comme une infection. Tel est notre état depuis le péché d'Adam. Comme l'écrit Pascal dans ses écrits sur la grâce, où il commente la pensée de saint Augustin, Adam a corrompu et infecté toute la masse des hommes. Ce péché ayant passé d'Adam dans sa postérité, c'est nous, qui fut corrompu en lui comme un fruit sortant d'une mauvaise semence. Nous sommes des fruits pourris. Nous sommes des fruits pourris, nous dit Pascal, après Augustin. D'où notre état de maladie. Nous sommes naturellement des malades. Naturellement des malades, parce que nous sommes naturellement pécheurs. Nous naissons avec le péché originel. La métaphore de la maladie contagieuse sert à Pascal à faire comprendre la transmission du péché originel, qui est un mystère, mais que le Père de l'humanité a passé à tous ses descendants. Vous voyez, la culpabilité des descendants d'Adam n'est pas juridique, mais biologique. Le péché, c'est une affection transmissible, c'est un virus, c'est comme le Covid, si vous voulez. C'est plus grave que le Covid, pour beaucoup. Alors, il y a un vaccin, c'est le baptême, bon, voilà, c'est la grâce efficace, mais ça, c'est une autre histoire. Ça marche très très bien, celui-là. Mieux que Moderna et tout ça. Alors, c'est dans cette perspective augustinienne qu'il convient de comprendre la prière sur le bon usage des maladies, rédigée par Pascal sans doute à la fin de l'année 1660, quand Pascal était là pour le coup, il commençait à être réellement souffrant et handicapé par son mal. La méditation chez Pascal s'organise autour d'un de ces renversements du pour au contre, qui constitue vraiment le principe de son écriture. Pour nous, la santé paraît un bien, paraît désirable, et la maladie nous paraît être un mal. Mais tout ça est un piège et une fausse manière de considérer la santé et la maladie, nous dit Pascal. Et lorsqu'il s'adresse à Dieu, voici ce qu'il lui dit. « Vous m'aviez donné la santé pour vous servir, et j'en ai fait un usage tout profane. Vous m'envoyez maintenant la maladie pour me corriger. Ne permettez pas que j'en use pour vous irriter par mon impatience. J'ai mal usé de ma santé, et vous m'en avez justement puni.
Ne souffrez pas que j'use mal de votre punition. Et puisque la corruption de ma nature est telle qu'elle me rend vos faveurs pernicieuses, faites, ô mon Dieu, que votre grâce toute-puissante me rende vos châtiments salutaires. Si j'ai eu le cœur plein de l'affection du monde pendant qu'il a eu quelque vigueur, anéantissez cette vigueur pour mon salut et rendez-moi incapable de jouir du monde, soit par faiblesse du corps, soit par zèle de charité, pour ne jouir que de vous seul. J'ai eu la santé, je me divertissais, voilà. Je m'amusais et je vous oubliais. Maintenant, j'ai la maladie, je suis malade. Faites en sorte que j'use bien de ma maladie. Ma maladie me détourne des plaisirs du monde. Je ne peux plus profiter, je ne peux plus manger, voilà, une vie catastrophique. Mais c'est très bien. Ça me permet de fuir les plaisirs du monde et de me rapprocher de vous. C'est ça le bon usage des maladies pour Pascal. Bon usage des maladies. C'est un beau texte, mais un peu difficile. Hein. Voilà, on ne peut pas se sauver lorsqu'on est d'une santé parfaite. Il est plus facile pour un riche de passer par le chat d'une aiguille que d'entrer dans le royaume des cieux. C'est la même chose pour un bien portant, semble nous dire Pascal. C'est plus facile pour un malade d'aller vers Dieu parce qu'il n'est plus tenté par le monde, par les faux plaisirs, les fausses séductions et les fausses joies du monde qui, au bout du compte, n'apportent que des peines. Donc il y a un bon usage des maladies. Comme le dit Laurent Thirouin, qui est venu ici il y a quelque temps, la maladie, finalement indifférente, elle aura la valeur que nous pourrons lui donner, si nous pouvons en faire un bon usage, un usage tel qu'elle pourra nous aider à nous rapprocher de Dieu, c'est-à-dire de l'essentiel, de l'authentique, de notre salut et du bonheur. Vite. Deuxième point, par une radicale inversion, la maladie est devenue remède, comme dit Laurent Thirouin, qui aime les retournements autant que son maître Pascal. Santé du malheur, santé et maladie, de la prière pour le malheur et maladie, un article qu'il a écrit en 2006. Bon, je passe très vite. Deuxième point, tout dernier point avant ma conclusion, les pensées. Les pensées sont-elles une œuvre de malade et sont-elles une œuvre traumatique? Oui, mais pas pour les raisons qu'imaginaient les philosophes des Lumières. Les philosophes des Lumières voyaient dans les pensées l'expression d'un esprit égaré, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, écrit Pascal. Et moi, ils me mettent à l'aise, dit Fontenelle dans les entretiens sur la pluralité des mondes. Il était fou, l'infini de l'espace. Voilà, ça ne m'empêche pas de vivre. Enfin, il était complètement cinglé. Voilà, bon. Et donc voilà ce que disaient les philosophes des Lumières. Moi, ça me met à l'aise, l'infini de l'espace, c'est beau, l'infini, les galaxies, tout ça, c'est très bien. Bon. Et donc, mais ils n'y avaient pas compris. Hein, c'était pas du tout l'esprit de Pascal qui était fou et égaré. C'est que Pascal travaillait, peut-être pas à rendre fou, mais à déstabiliser son lecteur, à l'angoisser, à susciter chez son lecteur de l'angoisse, de l'inquiétude. Réveiller le libertin, tel est le projet des pensées de Pascal, de l'apologie de la religion chrétienne qu'auraient dû devenir les pensées de Pascal. C'est de dire, mais vous vivez de votre petit confort, vous ne pensez jamais à la religion, mais vous avez tort. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini? Qui vous dit qu'il vous reste une heure à vivre? Qu'est-ce que vous allez devenir après? Vous ne vous posez pas la question, mais vous êtes fou de ne pas vous poser la question. Donc voilà, donc Pascal essaie de déstabiliser son lecteur. Et c'est la raison pour laquelle les pensées peuvent paraître aussi angoissantes. Les pensées sont angoissantes, mais ne sont pas l'expression de l'angoisse personnelle de Pascal. Elles sont au contraire un moyen d'angoisser le lecteur. Un moyen rhétorique d'angoisser le lecteur. Donc il y a un vrai contresens de la part des philosophes des Lumières et de beaucoup de lecteurs des pensées. Et donc souvent les pensées évoquent des situations angoissantes, des soldats à la guerre, un prisonnier dans un cachot, le dénouement sanglant d'une tragédie, un naufragé égaré sur une île déserte, un astronaute avant la lettre perdu dans l'espace infini. Bon, autant d'états menaçants et terrifiants que Pascal imagine avec plaisir. Le monde est une espèce de marécage
obscur, ténébreux, etc., dans lequel nous passons notre existence. Tout ça, ce n'est pas du tout l'expression des visions hallucinées de Pascal. Pas du tout. Hein. C'est au contraire un moyen qu'il emploie pour essayer de travailler, comme il dit, le libertin, essayer de susciter en lui une juste inquiétude, un sursaut, de le réveiller de son sommeil dogmatique, comme pourrait dire Kant. C'est ainsi qu'il faut interpréter la présence de ces visions dans les pensées, de cet imaginaire extrêmement puissant qui caractérise les pensées. Quant à la maladie, eh bien, elle est, nous dit Pascal dans les pensées, elle est notre lot de toute façon, un jour ou l'autre, les maladies viennent et mettront fin au divertissement et au plaisir provisoire que nous accorde le divertissement. On n'y échappera pas. On n'y échappera pas, nous dit Pascal, autant nous y préparer. Donc tout ça n'a rien à voir avec l'expression d'hallucination personnelle. Mais effectivement, on a toute une constellation de scénarios extrêmement anxiogènes, de décors sinistres, de figures épouvantables, des roseaux, des choses comme ça, dans les pensées de Pascal. Bon, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, et je vais donc passer à ma conclusion. Ainsi, quels que puissent être les éléments qui, dans le bilan de santé de Pascal, invitent à porter des diagnostics sur sa maladie, c'est le principe même d'une éventuelle causalité biologique du génie qui mérite d'être réévalué. En l'absence de sources suffisantes, il est presque impossible de mesurer quelle put être réellement l'influence des troubles éprouvés par Pascal sur sa création. Il est en revanche aisément possible d'attribuer la force traumatique des pensées à une stratégie rhétorique destinée à perturber la sérénité de son lecteur libertin afin de créer en lui une disponibilité à la grâce au cas où Dieu aurait décidé de la lui accorder. Parce que ce n'est pas Pascal qui va convertir son lecteur, hein. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Rationalistes et romantiques ont, pendant longtemps, pris à tort pour l'expression d'une angoisse personnelle des techniques qui relèvent d'une stratégie argumentative. Le contresens qui inspira aussi bien les invectives voltairiennes que certains des vers les plus poignants de Baudelaire, a beau avoir été fécond, il n'en est pas moins un contresens. Reste l'œuvre elle-même. Les pages les plus intimes ne laissent rien percer d'une éventuelle angoisse pascalienne. Elles résonnent plutôt comme un chant où domine l'apaisement et la consolation. Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Joie, joie, pleurs de joie. C'est ce type de choses qu'on trouve dans les textes personnels de Pascal qui n'étaient pas destinés à être publiés. Les pensées sont un dispositif conçu spécialement pour bouleverser le lecteur, pour le laisser pantelant, pour le priver à tout jamais de sa tranquillité satisfaite. Si la notion de traumatisme prend tout son sens, c'est dans la mesure où Pascal inflige à son lecteur une blessure narcissique et lui fait découvrir, jusqu'à le saisir d'horreur, la dévastation provoquée par ce traumatisme originaire qu'est le péché, et dont il ne pourra être libéré que par l'infusion de la grâce. Et pour terminer, un petit portrait d'un Blaise Pascal très mélancolique, je trouve, généré par l'intelligence artificielle Midjourney. Et puis la réponse de ChatGPT à la question que je lui ai posée, parce que si ChatGPT avait pu faire la conférence à ma place, ça m'aurait fait gagner du temps. Peux-tu me parler de la maladie ou des maladies dont souffrait Blaise Pascal ? Il n'est pas clair de quelle maladie exacte souffrait Blaise Pascal. Il a souffert de maux de tête fréquents et intenses tout au long de sa vie, qui ont été attribués à une maladie appelée migraine, au pluriel. Il a également souffert de problèmes de santé chroniques, tels que la fièvre, les vomissements et la faiblesse générale. Il n'y a pas de preuves concluantes pour étayer ces théories. C'est pas si mal, finalement.
Voilà, on peut peut-être applaudir ChatGPT.